Takashi est un minable pathétique, incapable de voir le danger juste sous son nez, car il est bien trop obnubilé par celle qui lui a brisé le cœur. Mais tout ça a basculé quand une apocalypse zombie des plus classiques a éclaté. Et maintenant, étant le mec le plus canon encore en vie, il est entouré d'une équipe de bombes, toute prête à le draguer. Mais avant tout ça, Takashi est là, à son coin habituel, à broyer du noir, pensant à comment la vie a poussé son amour d'enfance dans les bras d'un autre de ses amis d'enfance. Il se souvient qu'elle lui avait promis sur le petit doigt de passer le reste de sa vie avec lui, mais elle l'a ensuite largué pour ce type. C'est alors que Seiya surgit de nulle part et lui dit d'arrêter de sécher les cours, sinon il redoublera son année. Après avoir terminé son petit sermon furieux, elle réalise que cette tête de mule n'est pas prête à tourner la page avec son ex, et elle le laisse là. Takashi remarque alors un homme qui a des spasmes étranges à l'entrée principale. Quelques membres du personnel sortent pour calmer l'agitation. 3 profs de sport et une petite secrétaire aguicheuse se dirigent vers l'homme pour le faire partir. La gentille dame lui dit d'arrêter de frapper à la grille. L'un des entraîneurs s'avance et attrape l'homme à travers la grille par sa chemise, pensant qu'il allait lui faire entendre raison, ou du moins le calmer, se cingler, mais alors le zombie prend une énorme bouchée de la main de l'homme, comme s'il se régalait d'un macrib sami bien frais. L'homme roule sur le sol jusqu'à ce que son âme quitte la cour de l'école, puis le virus zombie en lui s'active lentement, et comme aucun zombie digne de ce nom ne pourrait laisser passer une femme aussi attirante, il l'attrape et prend une énorme bouchée du cou délicat de la belle secrétaire. Takashi voit tout ça de là où il se trouve et comprend immédiatement que quelque chose ne tourne vraiment pas rond. Il court instinctivement vers son amour d'enfance, Rei, et lui dit qu'ils doivent partir, que l'école n'est plus du tout sûre. Elle lui dit qu'il doit être complètement fou, mais il lui remet immédiatement les idées en place d'une bonne gifle, et dit au nouveau petit ami, Hisashi, qu'il devrait évacuer avant de devenir de la pâtée pour zombies. Takashi explique ce qu'il a vu à la grille, tandis qu'ils courent tous les 3 à travers les couloirs. Hisashi s'arrête un instant pour attraper quelques armes, Rei demande un téléphone pour appeler son père car il est policier. Elle essaie d'appeler mais la communication ne passe pas. C'est alors qu'une annonce retentit par l'interphone. Mais tandis que l'homme annonçait qu'un incident s'était produit à l'école, sa voix a commencé à se briser. Puis tout le monde a pu l'entendre hurler d'agonie. Après un moment de silence, c'est tout le campus qui éclate dans un chaos total. Tout le monde se bouscule et court dans toutes les directions. Cependant, Takashi et les autres ont décidé de ne pas s'échapper par le bâtiment scolaire. Bien trop bondé. Au lieu de cela, ils se dirigent vers le bâtiment administratif, relativement désert. En traversant le pont qui relie les bâtiments, ils rencontrent le professeur de littérature qui avance lentement, comme un zombie. Rei, confronté à ce genre de situation pour la toute première fois, panique d'abord, nous offrant généreusement un spectacle des plus complets en essayant de le repousser. Après un instant, elle rassemble toute son aura restante et commence à balancer le manche de la serpillière comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait sur cet horrible monstre. Après quelques mouvements de ninja supplémentaires, Rei poignarde brutalement le manche de la serpillière directement dans le gilet de pull réglementaire du professeur, mais les 3 sont sur le point d'apprendre qu'un coup au cœur n'est pas un coup fatal quand on combat les morts vivants. Se débattant au bout de son bâton comme un poisson harponné, la chose retrouve son équilibre et projette Rei sur ses fesses. Tel un véritable petit ami héroïque d'anime, Hisashi se précipite et attrape le professeur dans une prise d'étranglement par derrière. Même si Takashi avait dit à ce crétin qu'il devait absolument garder leur distance avec ses morts vivants, Hisashi déclare avec confiance qu'il peut s'en occuper. Puis quelque chose d'inattendu se produit. La tête du professeur tourne soudainement à 180 degrés comme une poupée Chucky. « Tu veux jouer ?» Ça effraie tout le monde, et l'homme zombie prend une bonne bouchée du bras d'Hisashi comme une entrée. Je suis à fond dedans. Rien de nouveau, rien n'a changé, c'est toujours la même vieille merde. Takashi donne un coup et Rei poignarde la chose encore une fois, mais leurs efforts n'ont aucun effet. Rei lâche son bâton et essaie juste de tirer le professeur. Elle hurle alors à Takashi de faire quelque chose. N'importe quoi. Voyant ce qui se passe, Takashi n'a pas une seconde à perdre pour réfléchir. Il se précipite, lève sa batte de baseball et l'abat de toutes ses forces sur la tête de la chose. Finalement, le terrifiant professeur est tombé au sol et a cessé de bouger. Par la suite, ces jeunes décident de se diriger ensemble vers le toit. Le toit, complètement dépourvu de personne, semble être le meilleur endroit pour attendre l'arrivée des secours. De là, ils ont une vue imprenable sur la ville et voient de la fumée partout. La cour de l'école, les couloirs, partout est maculé d'éclaboussures de sang et ils commencent lentement à réaliser à quel point ils sont profondément dans le pétrin. Takashi commence à comprendre que ce sont tous des morts. Une fois mordus, vous deviendriez l'un d'eux. La seule façon de les vaincre correctement est de leur écraser la tête. Pendant qu'ils discutent tous les 3, de plus en plus de zombies commencent à ramper sur le toit.
Ils n'ont pas d'autre choix que de se diriger vers un niveau encore plus élevé et de bloquer les escaliers. Takashi ouvre la voie, et les trois avancent ensemble, faisant tomber un zombie après l'autre. En chemin vers les escaliers, l'un d'eux attrape le manche de la serpillière de Rei et la projette violemment au sol. Sans la moindre hésitation, Hisashi charge, arrache la batte de baseball des mains de Takashi et écrase la tête de ce zombie comme un ballon d'eau. Après cette frayeur, les trois s'échappent, avec succès, vers le niveau supérieur et bloquent les escaliers avec des tables, des chaises et tout ce qui s'y trouve. Cependant, Hisashi réalise qu'il est en train de commencer à se transformer. Cette morsure était grave et son état empire de minute en minute. Son visage est couvert de sang et il commence à tousser. Il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Il veut sauter du bâtiment pour mettre fin à ses jours, mais il n'en a pas la force. Il demande à Takashi de l'aider à mettre fin à son calvaire. Il ne veut absolument pas se transformer en l'un d'eux. Il veut rester lui-même, jusqu'à la toute fin. Mais dès qu'il a fini de parler, il s'évanouit de douleur. Juste au moment où Takashi est sur le point de l'envoyer dignement dans l'au-delà, Rei jette ses bras et ses charmes autour d'Hisashi pour l'arrêter. Elle refuse de croire que son seul et unique petit ami va se transformer en zombie. C'est alors qu'Hisashi bouge. Il s'assied droit, se lève et commence à marcher vers Rei, qui est toujours dans une totale incrédulité. Takashi dit alors froidement que c'est ridicule, mais que c'est aussi indéniable. Une fois cette sale affaire terminée, Takashi et Rei s'assoient là près du mur. Peu de temps après, Rei commence à hurler sur Takashi, l'accusant d'avoir mis fin de force à la vie d'Hisashi parce qu'il était jaloux de leur relation. Takashi n'est pas prêt à continuer à l'écouter déverser ses conneries, alors il lui dit qu'il va descendre pour écraser encore plus de têtes. Cependant, cette fille, émotionnellement traumatisée, l'arrête, lui prend la main et lui dit de ne pas partir. Soudain, Rei se souvient de son père qui est policier. Elle décide de l'appeler pour savoir ce qui se passe réellement. Elle se souvient alors d'une ligne privée qu'il lui avait donnée pour appeler en cas d'urgence grave. Le téléphone est décroché immédiatement. Mais on dirait bien que le poste de police est plongé dans le chaos. Elle pouvait entendre la voix de son père, mais elle était hachée et peu claire. Ce qui était encore plus terrifiant, c'était le son d'un coup de feu provenant de l'autre bout du fil. Juste au moment où son père était sur le point de leur dire où aller, l'appel s'est terminé brusquement. Pendant ce temps, Seiya et son camarade de classe, Kuta, un peu enveloppé, fuient ensemble à travers le bâtiment scolaire. Kuta suggère de chercher de l'aide auprès des professeurs, mais dans de telles circonstances, il est peu probable que quiconque leur soit d'une quelconque utilité. Après s'être fait rembarrer, il propose d'appeler la police. Cependant, Seiya explique que la population du Japon est massive et que la proportion de policiers et de forces de sécurité est minuscule. Si l'épidémie s'est propagée au sein de leur rang, ils ne leur seront d'aucune aide. À l'infirmerie, l'infirmière scolaire, naturellement naïve mais généreusement dotée, Shizuka découvre également les désagréables caractéristiques des zombies. Juste au moment où elle se prépare à rassembler quelques fournitures d'urgence, une horde de zombies fait irruption dans l'infirmerie. L'un des étudiants essaie vaillamment de la défendre pour qu'ils puissent fuir pour leur vie. Mais en un rien de temps, le jeune homme est acculé et dévoré alors qu'il tentait d'être le héros. Alors que les zombies grouillaient et s'apprêtaient à goûter à ses formes généreuses, une fille aux cheveux longs, maniant une épée en bois, est apparue. Elle ressemblait tout à fait à mon type de fille, et elle se battait comme une véritable héroïne d'action. Après s'être occupée des zombies, elle s'est accroupie et a réconforté l'étudiant qui avait tenté de protéger Shizuka, puis, sans la moindre hésitation, elle a mis fin à ses souffrances. Cette fille était la présidente du club de kendo de 3e année de l'école. Son nom est Seiko. Pour une raison inconnue, voir encore une autre vague de zombies attaquer fit apparaître un petit sourire dangereux au coin de la bouche de Seiko. Pendant ce temps, Seiya et Kuta ont trouvé la salle des outils de l'école. La pièce est entièrement équipée de pistolets à clous, de scies, de perceuses, tout ce qui pourrait être utilisé pour fabriquer de simples armes d'autodéfense. Mais voyant Kuta toujours aussi faible et inutile, Seiya a ressenti un sérieux frisson de dégoût. Même si son choix de coéquipier s'avère être un paresseux inutile et un peu potelé, elle est coincée avec lui. Elle a impatiemment demandé à Kuta de fabriquer quelques armes pour l'autodéfense. Voyant les zombies sans cervelle juste devant la porte, les genoux de Seiya ont commencé à trembler de peur, ne remarquant pas que Kuta était en train de concocter quelque chose de génial. Il est occupé à couper, lier et assembler quelque chose de diabolique. C'est alors que la porte de la salle de classe s'ouvre en grand et que plusieurs zombies se précipitent vers Seiya comme si des lububus étaient en solde. Instantanément, des clous transpercent les fronts des zombies. C'est Kuta qui a tiré, le même Kuta que Seiya méprisait, et la personne qui vient de la sauver de se transformer en pâté pour zombie. Kuta a tourné la tête avec un énorme sourire aux lèvres et a demandé à Seiya de charger des balles pour lui. Il avait réussi à se fabriquer un super pistolet à clous. Sur le toit,
Takashi et Rei ne sont pas non plus assis à jouer aux échecs, loin de là. Ils ont descendu le tuyau d'incendie, ouvert la valve et un puissant jet d'eau à haute pression a jailli. Au début, le tuyau était plus que le garçon ne pouvait gérer, mais il a vite pris le coup de main. Il a pris le contrôle comme un jeune homme devrait le faire, il a instantanément repoussé les zombies qui approchaient, comme s'il arrosait les feuilles mortes du trottoir. Il ne voulait pas juste attendre les secours, car ce serait totalement inutile. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour devenir de véritables survivants. Ensemble, ils essaieront de rentrer chez eux pour retrouver leur famille, et peut-être pour qu'ils puissent enfin la séduire. Bien que Takashi semble toujours détendu devant Rei, il se sent, en réalité, très tendu. Sa mère est institutrice, et son école serait très probablement dans la même situation qu'eux à l'heure actuelle. Pendant ce temps, Seiya est en train de mener un petit test. Elle a jeté une serviette mouillée sur la tête d'un zombie, mais il n'a réagi d'aucune façon. Elle en a ensuite jeté une autre contre le mur et les zombies autour se sont tous tournés vers elle. Elle a découvert que ces créatures sans cervelle ne semblaient réagir qu'au son. Cependant, il faudrait du temps pour savoir précisément ce qui les fait se déplacer. Alors qu'ils étaient encore en train de bavarder à propos des zombies, d'autres zombies ont rampé juste derrière eux. Ailleurs, Shizuka demande à Seiko de l'emmener à la salle du personnel, car toutes les clés de voiture y sont rangées. S'ils réussissent à obtenir les clés, ce sera un premier pas essentiel vers l'évasion et la survie. Alors qu'ils se déplacent dans les couloirs aussi silencieusement que possible, Shizuka trébuche sur un corps et tombe. Seiko jette un bon coup d'œil aux courbes de Shizuka et pense que sa tenue moulante n'est absolument pas adaptée à la course. Alors elle s'accroupit et déchire sa jupe jusqu'à la hanche. Kuta et Seiya de leur côté se battent pour garder leur vie et leur cerveau intact. Kuta a dit qu'il n'avait presque plus de munitions et c'est alors que d'autres zombies apparaissent. Kuta essaie de tirer, mais comme il l'a dit, il n'a plus de munitions. Un zombie jette un bon coup d'œil à Seiya et décide qu'il veut d'abord grignoter sa peau douce et lisse. Seiya crie à plein poumon et nos autres personnages principaux sont là. Alors que Seiya commence à réaliser que personne ne va la sauver, elle attrape frénétiquement tout ce qu'elle peut atteindre et le jette sur les zombies. Elle attrape enfin quelque chose d'utile, une perceuse électrique. Elle l'enfonce dans le zombie. Accompagné du rugissement de la perceuse et du cri frénétique de Seiya, le sang a éclaboussé partout. Dès que les bras des zombies sont tombés, Seiko, Takashi et les autres sont tous arrivés au même moment. Comme on pouvait s'y attendre, le groupe de zombies est facilement maîtrisé, mais Seiya est clairement traumatisée. Elle est assise par terre, le visage plein d'horreur, et elle est incapable de s'en remettre pendant un long moment. Rei et Shizuka la réconfortent et l'encouragent immédiatement. Seiko, la présidente du club de kendo, Takashi et Kuta de 2e année, et Rei ont tous l'air calmes et posés. Ils se présentent rapidement. Quand le cerveau de Seiya redémarre et qu'elle retrouve enfin ses esprits, elle est soudainement furieuse. Une chose aussi impensable s'était produite, mais tout le monde est si calme, elle ne peut absolument pas le comprendre. Seiko la réconforte à nouveau, et Seiya, se voyant couverte de sang dans le miroir, ne peut finalement plus se retenir et éclate en sanglots. Le groupe de marginaux trouve une salle du personnel pour prendre un bref repos. Initialement, ils prévoient de s'échapper en utilisant la mini-voiture de Shizuka, mais cela ne fonctionnera plus, car ils sont maintenant bien plus nombreux que ce qu'une mini peut transporter. Ensuite, Seiko suggère d'utiliser le minibus de l'école, dont les clés sont idéalement situées dans la salle du personnel. Takashi propose également qu'ils visitent chacune de leurs maisons dans l'ordre, à la recherche des membres de leur famille, avant de chercher collectivement un refuge sûr. Les nouvelles sont diffusées à la télévision, et cela attire l'attention de Seiya. Elle prend immédiatement la télécommande et monte le volume. Les nouvelles montrent 2 sacs mortuaires sur des brancards qui reprennent soudainement vie, provoquant la panique générale sur les lieux, mais quelques secondes plus tard, 2 coups de véhicule de feu ramènent le silence. La scène revient au studio, où le présentateur conseille au public de rester chez soi, de ne pas bouger et d'attendre tranquillement que la situation se résolve. Takashi frappe un poing sur la table, furieux que les nouvelles agissent avec une telle nonchalance. Mais Seiya pense que c'est probablement la stratégie du gouvernement pour éviter une panique généralisée qui pourrait entraîner un effondrement total de l'ordre. Si le public ne peut pas faire face à ces terrifiants corps réanimés, les choses ne feront que s'aggraver encore plus. La télévision continue de rapporter les faits. En raison de la propagation de cette maladie meurtrière, les États-Unis ont abandonné la Maison-Blanche et même la capitale chinoise s'est transformée en une véritable mer de feu. Seiya appelle cela une pandémie et explique que des épidémies massives, similaires, se sont déjà produites dans l'histoire, comme la grippe inconnue qui a éclaté en Espagne, qui a infecté des millions et causé des millions de morts, et la peste noire qui a ravagé l'Europe au XIVe siècle, tuant un tiers de sa population. En entendant cela, Takashi demande comment ces incidents se sont terminés. À son grand effroi,
Shizuka répond que, lorsque suffisamment de personnes meurent, il n'y a naturellement plus de cible pour l'infection. Cependant, elle s'illumine soudainement et mentionne que l'été arrivera très bientôt. Donc dans environ une douzaine de jours, les corps peuvent là devenir partiellement squelettisés. Mais Seiya soutient que les zombies ne sont pas du tout dans le champ habituel des sujets médicaux. Donc savoir s'ils pourrissent est encore incertain. Dans tous les cas, la priorité absolue est la survie. Le groupe organise rapidement son équipement et ses fournitures. Takashi mène le groupe hors de la salle du personnel. Non loin de là, il trouve une autre paire d'étudiants piégés. Sans perdre de mots, Takashi quitte immédiatement l'équipe pour les secourir. Avec l'aide des autres, il s'occupe facilement des zombies qui entourent les étudiants. Takashi invite le groupe de secours à les rejoindre pour augmenter les chances de survie de chacun. L'équipe fait une pause dans un coin d'escalier, observant les habitudes des zombies. Bien qu'il théorise que les zombies ne répondent qu'au son, ce n'est encore qu'une simple supposition sans preuve solide. Sans le moindre choix, il décide d'envoyer quelqu'un pour tester la théorie, et Takashi se porte volontaire. Alors que Takashi calme son esprit et descend les escaliers, Rei veut l'arrêter, mais Seiko la retient, lui disant de ne pas interférer car il a déjà pris sa décision. Takashi descend les escaliers dans un silence complet, avec la peur réelle de devenir le prochain repas zombie. Il se tient tranquillement au milieu de la horde de zombies, et l'un d'eux s'approche si près de lui qu'il panique, mais il ne fait que passer devant lui, prouvant que la théorie a un certain mérite. Il ramasse une chaussure par terre et la jette au loin, attirant les zombies avec le bruit. Ils saisissent l'occasion, Seiko et Takashi ouvrent rapidement la porte principale, et le groupe s'échappe tranquillement du bâtiment académique. Alors qu'ils sortent tous tranquillement en courant, un étudiant stupide, dont les dernières cellules cérébrales ont été usées, laisse son arme heurter les balustrades, provoquant un bruit fort qui alerte tous les zombies. Takashi ordonne à tout le monde de courir, mais la vague de zombies ne fait que s'agrandir. Avec Seiko, Takashi et Rei en tête, ils doivent abattre et frapper un bon nombre de zombies pour se frayer un chemin. En raison de la taille de l'équipe, un étudiant tombe derrière et se retrouve entouré. Sa petite amie ne peut pas l'abandonner et se précipite en arrière, seulement pour être mordu à son tour. Sous la couverture de Seiko et Takashi, Shizuka sort les clés du bus scolaire, ouvre la porte et tout le monde monte dans le bus. Le nombre de zombies à l'extérieur augmente rapidement. Juste au moment où le groupe se prépare à partir, un autre groupe court vers eux depuis une certaine distance. Les zombies devant le bus continuent de se multiplier, et s'ils ne se tirent pas de là, ils seront piégés. Takashi reconnaît le professeur dans le groupe, et Seiya aussi, et à l'expression de son visage, elle a clairement un gros problème avec lui. Un problème si grand qu'elle souhaite qu'il soit attrapé par l'un des zombies à ce moment-là, et dévoré. Takashi ne supporte pas de voir des innocents mourir et veut descendre du bus pour aider. Mais Rei l'arrête, insistant sur le fait que ces gens ne valent absolument pas la peine d'être sauvés. Pendant qu'ils se disputent, le professeur s'arrête et encourage les étudiants à courir dans le bus. Un étudiant du groupe en fuite trébuche, tombe et supplie le professeur nommé Shady de l'aider. De manière choquante, Shady sourit maniaquement et dit « Telles que les choses sont maintenant, seuls les plus aptes peuvent survivre » et le pousse, le laissant derrière comme appât pour ralentir les zombies. Une fois tout le monde à bord, Shizuka enfonce la pédale d'accélérateur. Le bus sort du parking, accélérant continuellement alors qu'il percute et écrase des zombies à travers tout le campus, brisant finalement la grille de l'école et s'échappant. Juste au moment où tout le monde commence à respirer à nouveau, Shady s'approche et demande si leur leader est Seiko du club de Kendo. Seiko dit qu'ils sont sans leader et dès que Shady entend cela, son intérêt commence à s'éveiller. Ensuite, il insiste sur le fait qu'il est impossible de survivre à l'apocalypse sans un leader. Rei regarde Takashi et le prévient qu'il regrettera amèrement d'avoir sauvé Shady. Le bus roule sur un passage supérieur. Tout le monde voit la ville entière en contrebas, remplie de fumée, de ruines, de chaos et de l'odeur de sang. Un idiot sans cervelle crie qu'aller plus loin ne fera qu'augmenter leurs risques et qu'ils devraient trouver un endroit sûr pour se cacher. Shizuka freine brusquement et lui dit d'arrêter de crier car elle ne peut pas se concentrer sur la conduite. La grande gueule pointe alors Takashi du doigt et dit qu'il ne supporte pas l'air suffisant sur le visage de Takashi. Takashi est choqué car il n'a même pas dit un seul mot. Le punk se précipite sur Takashi pour l'attaquer. Rei se lève et assomme le punk avec un bâton. À ce moment-là, Shady se lève, il loue le travail d'équipe de Rei et Takashi et dit que cette dispute prouve son point. Un leader est nécessaire. Il laisse entendre qu'être le seul professeur dans le bus lui donne une raison solide de prendre ce rôle pour protéger tout le monde. Après son discours, certains étudiants timides applaudissent et l'acclament. Il déclare qu'en vertu de la majorité,
il est maintenant le chef. Pour une raison quelconque, Rei semble de plus en plus mal à l'aise. Rei descend du bus et dit qu'elle ne suivra plus jamais Shady. Takashi sort pour la calmer, mais peu après, un bus qui roule vite attire l'attention de tous. Le bus est déjà infesté d'une plaie zombière, et tous ceux qui y sont à l'intérieur sont soit dévorés, soit dévoreurs. Le bus heurte une petite voiture et pivote autour d'un minibus, mais cela bloque Takashi et Rei sous un passage souterrain. Le bus prend 会议前盟，我将继续翻译剩下的部分。以下是第二条之敌，就是二条的翻译。Rei sort du bus et dit qu'elle ne suivra plus jamais Shady. Takashi sort pour la calmer, mais peu après, un bus qui roule vite attire l'attention de tous. Le bus est déjà infesté d'une plaie zombière, et tous ceux qui y sont à l'intérieur sont soit dévorés, soit dévoreurs. Le bus heurte une petite voiture et pivote autour d'un minibus, mais cela bloque Takashi et Rei sous un passage souterrain. Le bus prend Huo Yanjiang Shibao le Chulai. Seiko et Takashi décident semble-t-il de se retrouver quelque part. Puis Takashi et Rei s'échappent par l'autre extrémité du tunnel, juste avant que le bus n'explose. Dès qu'ils sortent de l'explosion, le destin ne leur laisse même pas le temps de reprendre leur souffle qu'un zombie cycliste attrape Takashi. Le zombie essaie de faire de mon garçon son dîner, mais heureusement, le zombie cycliste porte toujours un casque, ce qui empêche celui-ci de mordre Takashi. Takashi lutte pour sa vie. Soudainement, Rei saisit une grande pierre et fracasse le zombie sur le dos de la tête. Rei étend sa main et lui dit de se lever de sa peau inutile. Takashi et Rei roulent normal dans la ville sur leur nouvelle moto volée, et honnêtement, les choses semblent aussi mauvaises qu'elles peuvent l'être. Les zombies sont partout, déambulants comme des PNJ, glitchés dans un jeu vidéo. Un drone passe même à côté d'eux et prend une photo d'eux sur le pont, presque comme s'ils étaient en date. Chaque mouvement de Takashi et de Rei est suivi par quelques zombies curieux. Ils s'arrêtent sur une autoroute et regardent vers la ville. Rei, encore tenu par un espoir mince, se demande si quelqu'un viendra les sauver. Mais Takashi n'a aucune illusion à ce sujet. Takashi informe Rei qu'en l'état actuel des choses, ils sont seuls. Aucun héros ne viendra les sauver comme dans My Hero Academia. Cela ne lui plaît guère à Rei. Elle déteste qu'il soit si négatif. Takashi argumente qu'il est simplement réaliste, mais cela ajoute du bois à son tempérament brûlant. De toute façon, ils accélèrent, tandis que de plus en plus de zombies commencent leur poursuite lente. Ils tombent sur une voiture de police. Et pour un moment, l'espoir flambe. Et ils ont même le temps de plaisanter sur le fait qu'ils n'ont pas de permis de conduire et qu'il est tard, donc les policiers pourraient les arrêter. C'est juste eux qui tentent de rendre le moment moins pesant, mais cela ne dure pas. Il se trouve que la voiture est aplatie par un camion à ordures et les policiers à l'intérieur. Disons simplement qu'ils ne donneront pas de contravention. Rei examine la scène et trouve un revolver et des menottes. Mais le deuxième pistolet est cassé. Toujours, ils ont plus de balles, même si elles sont couvertes de sang et répugnantes. Il semble que Rei commence enfin à accepter que ce n'est pas un mauvais rêve. C'est la nouvelle norme. Chaque fois qu'il s'arrête, de plus en plus de zombies apparaissent, comme cette personne perturbante qui refuse de partir. Finalement, ils n'ont d'autre choix que de s'arrêter à une station-service. Ils ont besoin d'argent pour pouvoir obtenir du carburant. Takashi se tourne vers Rei et dit qu'il n'a pas d'argent. Rei ne perd pas l'occasion de le démolir et de pointer du doigt qu'il est un pauvre perdant. Même au milieu de tout ça, notre garçon est jugé sévèrement dans ses poches. Il lui demande ensuite si elle a de l'argent, et elle dit qu'elle en a, mais son sac ne l'est pas avec elle, ce qui la fait regretter son éclat de colère. Takashi dit qu'il ira à l'intérieur de la station et fera ce qu'il doit, puis il dit à Rei de garder la garde et de crier si quelque chose se passe. Takashi entre dans l'épicerie et réalise qu'il devra casser le registre, ce qui l'excite plus qu'un peu, mais juste à ce moment-là, un homme approche de derrière et attrape Rei et met une lame à son cou. Dès que Takashi sort, l'homme menace de trancher sa gorge à moins que Takashi ne remplisse la moto et ne le lui donne. Takashi va à la pompe et remplit la moto. Une fois terminé, il essaie de parler à l'homme et de le raisonner, en disant qu'ils veulent simplement trouver leur famille et rassembler toute personne qui pourrait avoir besoin d'aide. L'homme lui dit que tout le monde ici est déjà soit dévoré, soit cherche quelqu'un à dévorer.
Juste au moment où l'homme parle de merde, Rei saisit sa chance pour repousser l'homme et courir vers Takashi, mais elle est trop lente, et l'homme la rattrape et attrape ses hanches. Il commence à profiter de lui-même en la tripotant et en taquinant Takashi, qu'il doit certainement avoir une excellente sensation de ses incroyables atouts chaque nuit. Takashi utilise l'opportunité, alors que l'homme est distrait par Rei, et tire le revolver sur sa poitrine. Il dit qu'il peut ne jamais avoir utilisé un pistolet auparavant, mais à cette distance, il ne manquera pas. L'homme essaye de sauver sa peau en disant que le carburant pourrait exploser s'il tire. Mais ce Gigashad est prêt à brûler tout cela plutôt que de permettre à une autre personne de prendre sa fille. Takashi tire et l'homme tombe comme la merde qu'il est. Alors qu'il hurle de douleur et de choc, Takashi monte sur la moto. Rei est prête à faire comprendre à ce morceau de merde comment elle a ressenti ce moment. Mais Takashi dit qu'ils doivent partir maintenant, car des compagnons arrivent. Et puis, le roi et la reine de la promenade zombière s'éloignent. Quand les zombies envahissent les villes comme une volée de mouches, les riches et les politiques fuient plus vite que des escargots quand la lumière de la cuisine s'allume. Ils ont déjà des jets privés, des tunnels cachés et des chambres d'urgence souterraines coûtant plus que le budget d'une petite nation, s'enfuyant avec leur queue entre leurs jambes. Un scope de tireur d'élite se pose sur un zombie qui pense encore qu'il est formidable. Le fusil Barrett tape, un tonnerre retentit sur le terrain d'avion ruineux et sa tête devient une œuvre d'art moderne. Autre zombie tombé, puis un autre, puis un autre. Bientôt, tout le terrain d'avion est jonché de zombies éteints. Le tireur est Korei, une femme si mortelle que son nom voyage comme des histoires de fantômes racontées aux enfants qui refusent de dormir. Elle fait partie des 5 meilleurs tireurs d'élite du pays. Elle a été ordonnée de vider le terrain d'avion afin que les personnes importantes puissent fuir. Donc elle travaille rapidement, car elle sait que chaque balle vaut son poids en or dans un monde qui s'effondre de plus en plus. Une fois que la dernière carcasse est tombée, une équipe de nettoyage bien équipée charge. Pendant que l'avion d'évacuation s'envole, elle et son collègue regardent silencieusement. Le munition est basse, la nuit arrive. À travers la ville, Seiko et les autres sont coincés dans un trafic tellement dense qu'il ferait pleurer n'importe qui. Des klaxons retentissent, des gens paniquent, le bus tremble sous les arguments anxieux des étudiants. Le professeur Shady se tient dans le couloir et prêche sur l'unité, la famille est anti-relevante, et l'équipe de travail sauvant des vies. Ses croyants applaudissent comme s'il était le second venu, tandis que Seiko et Seiya s'écartent de lui comme si les discours pouvaient les infecter. Seiya pousse Kuta pour le réveiller et pointe un avion au-dessus d'eux. Elle explique calmement que la ville est foutue et ses passagers sont des fonctionnaires élites qui filent vers des îles lointaines ou des zones militaires fortifiées. Kuta dit qu'il devrait aller là-bas aussi, mais Seiya l'interrompt immédiatement. Les bases militaires seront sous verrouillage et tireront sur tout ce qui bouge. Leur équipe est faible et manque de adultes compétents, à moins que vous comptiez la sage-femme qui perd constamment ses clés. Kuta taquine Seiya sur son affection pour Takashi, elle le nie un peu trop fermement et rougit, seulement pour se retourner et voir Seiko et Shizuka debout juste derrière elle. Takashi et Rei ne passent pas non plus par une meilleure situation. Ils montent sur une moto volée qui sent le gaz et les mauvais choix. Les zombies sont partout, mais les vivants sont pires. À un supermarché, un groupe de rejetons de gang attaque des civils terrifiés. Quand ils remarquent que Takashi est réfoncé vers eux, ils chargent comme des méchants d'action à prix réduit. La peur a brûlé leur cerveau jusqu'à l'os. Takashi crie arrêt de tenir bon, tourne la poignée de gaz et la moto s'engouffre entre deux voitures cassées, réussissant à s'échapper. Rei regarde en arrière, confuse quant aux humains qui attaquent les humains. Takashi grogne que la peur rend les gens moins humains. Sur un pont voisin, les militaires gardent une barricade. Des adolescents arrogants essaient de passer, vantant leur bouclier magique de privilèges et d'arrogance juvénile. Les soldats les regardent avec la même énergie qu'ils donnent aux machines à bois cassées, puis les éjectent du pont avec une mitrailleuse d'eau suffisamment puissante pour décoller la peinture. Le fleuve les engloutit sans un bruit. Sur le bus, Shady continue de prêcher, et le public crédule applaudit comme des dauphins entraînés. Seiya murmure qu'ils assistent à la naissance de la doctrine Shady. Seiko ignore le cirque et suggère qu'ils abandonnent complètement le bus. Takashi les amène jusqu'au pont et voit que le trafic ne bouge pas. Alors il tourne pour chercher une autre manière de traverser la rivière. Sur le bus, Seiya pense être le moment idéal pour quitter. Shady sent le complot et déclare qu'ils doivent tous rester sur le bus. Seiya ne veut rien entendre et Shady dit « D'accord, vas-y », mais insiste que la sage-femme doit rester. Il avance pour la retenir et c'est alors qu'un clou passe juste à côté de son visage.
Kuta vient de trouver son courage et dit qu'il n'a pas de problème à éliminer Shady immédiatement après toutes les moqueries et les railleries qu'il a subies de la part de Shady à l'école. Kuta dit ensuite aux filles qu'il est temps de partir. Quand elles descendent du bus, leur chance tourne immédiatement. Le groupe de Seiko tombe sur une horde massive. Seiya et Shizuka sont pratiquement inutiles en combat. Kuta tire sans relâche jusqu'à ce que le clic d'un chargeur vide coupe le bruit. Seiko juronne qu'ils doivent tous combattre avec ce qu'ils peuvent attraper. Dans le chaos, Shizuka glisse, heurte Seiya Nice et les deux roulent vers la rambarde. Leur sort semble scellé jusqu'à ce qu'un moteur de moto hurle sur le pont. Takashi déchire Lord avec Rei derrière lui comme un animal affamé de violence. Il glisse fort, comme dans Fast et Furious Tokyo Drift, en voyant les zombies voler. Rei saute, poigne une calotte crânienne, tourne et frappe 2 corps par-dessus la rambarde. Takashi lance son pistolet à Kuta, qui le frappe avec une précision parfaite. Takashi atteint Seiko, et en une seule inspiration, les équipes se réunissent. Leur attaque renforcée transforme Lord en purée. En quelques secondes, le pont est suffisamment clair pour respirer à nouveau. Rei crie et plaque Shizuka avec soulagement pur. Le groupe se rassemble alors que la nuit tombe. Shizuka se frictionne et pour une fois, se souvient de quelque chose de utile. Elle a un ami avec un endroit prêt et elle a la clé supplémentaire avec elle. Ils sont en sécurité pour la nuit. Ils arrivent chez l'ami de Shizuka. Et après tout ce qu'ils ont traversé, ils finissent enfin par trouver un lieu pour se détendre. Ils trouvent de Zada de l'eau chaude, du shampoing parfumé, tout est extrêmement relaxant. Tandis que les filles savourent dans cette rare tranquillité, les deux garçons, Kuta et Takashi, cherchent et rassemblent des armes. Après avoir travaillé ensemble, ils parviennent à forcer un coffre-fort. Mais lorsqu'ils l'ouvrent, ce qu'ils voient naît les fait exploser de joie, une mini-arsenal. Kuta est un enthousiaste des armes militaires et il est particulièrement excité de trouver ses fusils automatiques, semi-automatiques, une carabine capable de tirer sur un ours brun et un mitraillette de répression. Les filles ne sont pas vraiment dérangées, elles sont juste en train de s'amuser comme des folles. Takashi demande à Kuta une question qui le préoccupe, pourquoi il connaît si bien les armes ? Kuta avoue qu'il a eu l'opportunité de s'entraîner avec un commando Blackwater pendant 1 mois pendant son séjour aux États-Unis. Son instructeur était même un ancien capitaine des forces spéciales. Pas étonnant que les compétences de tir de Kuta soient aussi exceptionnelles. Mais Kuta n'est pas le seul à avoir des questions. Toutes ces armes sont interdites au Japon. Il se demande qui est l'ami de Shizuka. Takashi explique qu'elle semble être membre de la police spéciale japonaise. Contrairement à l'atmosphère douce et confortable de cette cabane, le pont menant à l'extérieur de la ville a été bloqué depuis longtemps par des morts vivants. La station de médias là-bas a même nommé cette pandémie la maladie meurtrière. Sans le savoir, la foule protestataire qui passe est bloquée par des soldats abandonnés par le gouvernement, qui ont reçu une simple directive pour régler la situation eux-mêmes. Le gouvernement flanche. Ce qui est encore plus inquiétant est l'émergence d'un groupe de protestation au sein de la foule fuyante. Ils accusent donc les États-Unis et le Japon d'avoir causé ce désastre mondial en raison d'une fuite d'un laboratoire biologique conjoint. Soudain, un tumulte éclate derrière la ligne policière, l'un des policiers est devenu un zombie et une horde s'approche. Après que les policiers aient repris leur calme et éliminent la menace, ils remarquent une mère dans la foule qui berce son enfant et implorant de l'aide. Sa fille semble molle et probablement perdue, mais elle se raidit dans ses bras et se redresse rapidement pour prendre un morceau adulte droit dans le cou de maman. Les policiers n'ont pas d'autre choix. Ils tirent à nouveau, éliminant les deux. Cette action inspire déjà la foule protestataire, qui commence à chanter contre le tir indiscriminé. Le chef des policiers s'avance et conseille au chef de la protestation de disperser rapidement tout le monde, sinon ils seront tous en danger. Mais le chef refuse d'écouter, pensant que le chef ment et cache les crimes horribles du gouvernement et des États-Unis. Désemparé, le chef menace qu'ils ont des instructions pour maintenir l'ordre et peuvent comprendre toute mesure nécessaire. Pendant ce temps, les filles qui ont fini de se baigner sortent de la salle de bain, mais elles semblent toutes un peu étranges. Après avoir calmé Shizuka et Seiya, Takashi se tourne et voit Seiko, la senior en tablier et cuisinant avec une expression calme. Elle lui dit qu'elle n'a pas de vêtements à porter parce qu'ils sont tous en train de se laver. Elle lui dit aussi qu'il n'a pas besoin de continuer à l'appeler Senior Seiko. Il peut l'appeler par son nom.
Tout est de nouveau normal. Kuta est sur le balcon avec des jumelles en surveillance, tandis que Seiko prépare le dîner. Rei appelle Takashi à l'escalier et commence à parler de comment Hisashi était toujours là pour l'écouter. C'est pourquoi il s'était rapproché. En comparaison avec Takashi qui serait toujours en colère, Takashi s'agace, se lève et commence à dire à Rei que Hisashi est dans le passé. Il est devenu un zombie et Takashi a dû utiliser ses propres mains pour le mettre hors de cause. Rei se lève et tient son chemisier alors que Takashi s'égare. Il se regarde avec tant de passion et il glisse et Rei s'approche pour embrasser Takashi. Sous l'attaque des zombies, le gouvernement a recours à l'utilisation de bulldozers pour écraser la foule et même les policiers chargés de maintenir l'ordre ne peuvent pas supporter la pression. Certains ont même braqué leurs armes sur eux-mêmes. Takashi et ses amis sont juste là, reposant et profitant du moment tant qu'ils peuvent. Soudain, le bruit d'un chien aboyant dehors les attire, et en investiguant depuis le balcon, ils réalisent que le nombre de zombies autour d'eux augmente. La situation dégénère rapidement, et de manière incontrôlable. Cela exaspère Takashi au plus haut point. Il est impatient de prendre une arme et de commencer à abattre les zombies, mais Seiko l'arrête. Elle lui conseille que les zombies sont sensibles au son, et un tir imprudent attirerait davantage d'entre eux. Après ces paroles, Seiko éteint les lumières extérieures. Elle prévient Takashi que la simple bravoure ne garantira pas la survie dans ce monde. Ils doivent être vigilants envers d'autres humains vivants. Ils n'ont pas la force de sauver tout le monde et doivent y que s'adapter à ce monde tombé. Pendant que Takashi retourne scanner la zone avec les jumelles, ils réalisent que leur petite ruche a attiré encore plus de zombies. À un moment donné, Takashi a vu assez de carnage mais a repéré quelque chose qui lui a fendu le cœur. Un homme et sa petite fille sont en fuite pour la sécurité. Ils atteignent une maison avec les lumières allumées, désespérément. Le père supplie qu'il laisse sa fille entrer. Désespérément, il menace de casser la porte. Au début, il semble que la porte va s'ouvrir, mais non, une lance soudainement pique, tuant le père, tandis qu'il s'excuse pitoyablement de l'intérieur. Le pauvre homme tombe en arrière, la petite fille pleurant à ses côtés, alors qu'il lui dit de se cacher. Bien sûr, ces pleurs attirent les zombies. Kuta dit à Takashi Et juste qu'ils quand doivent vous pensez sauver que l'enfant. tout espoir est Takashi perdu, court à l'intérieur des pour zombies récupérer la commencent à moto tomber et l'aide un de par Rei un. et Seiko. Ils préparent un rampage et se positionnent devant la porte. Arme prête, Takashi saute sur sa moto et plonge directement au milieu des zombies, se faufilant entre eux comme s'il était dans une course de défi mortel, tandis que Kuta fournit le couverture avec son fusil. Tout va plutôt bien jusqu'à ce que Takashi glisse sur un cadavre de zombie, juste au moment où il entre dans la cour, et il atterrit sur son cul. Il se relève, mais maintenant il a un problème. Les zombies entourent la petite fille et plus se rapprochent. Kuta fait ce qu'il fait de mieux et commence à tirer des tirs précis sur la tête, donnant à Takashi suffisamment de temps pour fermer la porte et rejoindre la fille. Il la rassure que son père était un héros et lui donne même une fleur pour poser sur son corps, ce qui est doux mais déprimant. Maintenant, ils doivent sortir silencieusement sans alerter plus de zombies, ce qui est plus facile à dire que fait quand vous essayez de grimper une mur comme dans Naruto, mais sans aucune des puissantes capacités ninja. À l'appartement, Seiya et Shizuka se réveillent et réalisent Gosugoi que les choses sérieuses commencent. Elles chargent rapidement leur matériel dans le Humvee de Rika, préparant une mission de sauvetage. Heureusement, elles oublient qu'elles ne portent que des sous-vêtements et une blouse de cuisine. Pendant ce temps, Kuta descend précipitamment et Shizuka, une fois qu'elle s'installe au volant, panique d'abord. Notez que Kaota est juste en train de vagabonder partout avec un nez qui saigne parce qu'il voit tout le monde presque nu. Shizuka se calme et conduit comme une folle à travers les rues infestées de zombies, comme si elle était dans Fast and Apocalypse Edition. Et fort pour compléter le cliché cinématographique, Seiko est debout sur le toit du Humvee, nue à part un tablier et un string. Arrivée, elle bondit en action, tranchant les zombies de droite à gauche comme si elle auditionnait pour un crossover avec Demon Slayer, Takashi maintenant avec une petite fille, Alice sur son dos, et le petit chien niché dans son pull marche sur le mur comme Spider-Man. À un moment donné, Alice dit qu'elle a besoin de faire pipi. Elles sont debout au milieu des zombies, et n'importe quoi pourrait les tuer toutes les deux. Takashi lui dit de patienter, mais elle dit qu'elle ne peut pas, et alors il lui dit de faire pipi là-dessus. Takashi sent sa dignité s'évanouir. Dès que l'escorte arrive, Takashi fait un bond en arrière sur le toit du Humvee. Kata ouvre la voie avec son fusil à pompe, et aussi vite que ça, Seiko saute à nouveau sur le Humvee, et Shizuka les emmène loin de la pagaille. Elles sauvent la fille, elles sont toutes en sécurité, mais maintenant il y a juste un petit problème. Elles doivent encore trouver comment traverser la rivière. Tout le monde est d'accord, Shizuka pédale sur l'accélérateur et le Humvee s'éloigne. Après avoir conduit toute la nuit, elles trouvent un endroit
pour utiliser la capacité d'attente du véhicule pour traverser la rivière. Tout le monde apprend que le nom de la petite fille est Alice, et Kuta est particulièrement attaché à Alice. Tout est prêt. Takashi et Kuta ouvrent la marche, grimpant d'abord le talus de la rivière pour évaluer la situation. Une fois la voie sûre confirmée, Shizuka appuie sur l'accélérateur et le Hummer dévale le talus comme une bête sauvage avec une force incroyable. Après une courte discussion, tous décident de se diriger vers la maison de Seiya, la plus proche. Takashi s'avance, hésitant, comme s'il voulait dire quelque chose, mais Seiya est très intelligente. Elle sait parfaitement ce qu'il veut dire, elle n'a pas beaucoup d'espoir. En chemin, tout le monde est surpris de constater qu'après avoir traversé la rivière, ils n'ont pas rencontré un seul zombie, pas le moindre. Même les hélicoptères qui planaient au-dessus d'eux la veille ont disparu. L'environnement alentour ne semble pas différent de d'habitude, la seule anomalie étant les rues étrangement silencieuses et complètement désertes. Alors que Takashi ferme les yeux pour savourer cette paix surréaliste, Kuta aperçoit la horde de zombies manquante à environ 50 mètres devant eux. Seiya ordonne rapidement à Shizuka de tourner à droite. Contre toute attente, il y a encore plus de zombies après le virage. Ils tournent à gauche de nouveau, mais la horde est encore plus dense. Sans autre choix, ils écrasent l'accélérateur pour forcer le passage. Soudain, ils réalisent que c'est que quelqu'un a installé une clôture de barbelés devant eux. Une collision directe entraînerait un accident fatal. Par conséquent, Shizuka tourne brusquement le volant et fait virer le véhicule. Puis elle doit piler pour ne pas les projeter tous contre le mur. Rei, qui est en observation sur le toit, bascule sur le capot, puis rebondit au sol. Les zombies environnants commencent à se ruer droit sur elle, sans hésitation. Takashi saute et pointe son fusil à pompe sur les morts vivants. Cependant, il l'utilise pour la première fois et ne tient pas vraiment compte des paroles de Kuta, n'étant pas du tout prêt pour le fort recul. À si courte portée, non seulement il ne parvient pas à toucher les zombies, mais il est aussi contraint de reculer. Kuta sort rapidement de la voiture, expliquant à Takashi de prendre une position solide et de viser près de la poitrine. De cette façon, le recul peut l'aider à faire exploser la tête des zombies. Effectivement, après avoir essayé, il abat avec succès 2 zombies. Incroyable. Juste au moment où Takashi prend le coup, son fusil à pompe est à court de munitions. Dans sa panique, il cherche d'autres munitions dans sa poche, mais les laisse tomber au sol. À ce moment-là, Saeko sort de la voiture. Elle dit à Takashi de s'occuper de Rei pendant qu'elle retient les zombies. Takashi évalue rapidement les blessures sortes de Rei et constate qu'en raison du choc violent, elle est incapable de se battre. Soudain, il remarque que Rei porte toujours une arme. Sans attendre sa réponse, il lui prend son arme. Après une brève explication de Kuta sur la façon de l'utiliser, il commence à tirer des coups. Juste à ce moment-là, une situation encore plus dangereuse survient. Le véhicule, qui a calé après la collision précédente, refuse de redémarrer. Cette fois, Seiya n'est pas prête à rester les bras croisés. Elle sort de la voiture, ramasse le fusil à pompe, prête à tirer. Saeko doit la sauver une fois de plus. Cependant, c'est à ce moment-là que tout le monde est à court de balles. La horde de zombies les submerge toujours comme un déluge de fourmis. Un sentiment de désespoir et d'impuissance enveloppe tout le monde. À cet instant, Takashi arrache l'arme des mains de Seiya et charge vers la horde de zombies, faisant du bruit tout le long. Saeko réalise qu'il essaie d'attirer les zombies loin d'eux. Elle en abat un autre d'un coup de pied et récupère son épée en bois, traversant la horde pour aider Takashi. Comme prévu, certains zombies sont attirés par eux deux. Mais un grand groupe continue de se diriger lourdement vers le reste du groupe. Au moment où Rei et Seiya s'étreignent, attendant la mort, une voix familière retentit derrière elle. C'est une équipe de personnes en combinaison de protection de pompiers. Ils installent des canons à eau à haute pression pour repousser les zombies. Après avoir repoussé les zombies avec de l'eau, les sauveteurs commencent à retirer leurs casques, et ils réalisent que la commandante n'est autre que la mère de Seiya. Bien qu'ils soient secourus avec succès, il n'y a aucune joie de survie car Takashi et Saeko, qui ont attiré les zombies, ont été séparés du groupe principal. Ils n'ont d'autre choix que de faire un détour et de se diriger vers la maison de Seiya par une autre direction. Familier de la région, Takashi conduit Saeko à un magasin de motos qu'ils avaient vu auparavant. Il prévoit initialement de prendre une moto et de partir, mais trouve de manière inattendue un véhicule amphibie à 4 roues dans l'entrepôt. Ils le conduisent imprudemment, Takashi ayant l'intention d'utiliser la capacité du véhicule à voyager sur l'eau pour atteindre une île au milieu de la rivière. À peine Takashi a-t-il fini de parler, il tourne la poignée des gaz à fond et le véhicule plonge dans la rivière, provoquant une énorme éclaboussure. Un Takashi satisfait de lui-même vérifie rapidement Saeko, seulement pour la trouver trempée et transparente.
Sentant le regard intense de Takashi, Saeko se couvre rapidement. Ensuite, ils se rendent sur la petite île au milieu de la rivière. Takashi trouve des vêtements secs dans son sac à dos pour Saeko. Une fois qu'elle s'est changée, il se retourne pour voir qu'elle a enfilé une robe plus attrayante, ce qui le rend très troublé. Après une conversation un peu gênante sur la personne qu'elle aime, il remarque que le nombre de zombies sur le rivage a considérablement diminué, alors ils reprennent la route. Cette fois, Takashi conduit le quad directement dans une fontaine de la ville. Avant que Saeko ne puisse protester, il trouve du ruban adhésif pour bloquer l'accélérateur, faisant en sorte que le véhicule continue d'avancer. Saeko comprend alors que Takashi veut créer une source de bruit pour attirer les zombies, leur ouvrant ainsi un chemin pour s'échapper. Sans dire un mot, elle s'élance, brandissant son épée en bois, laissant Takashi bouche bée. Mais la seconde d'après, elle reste figée sur place. Deux enfants zombies s'approchent lentement d'elle, avec une démarche hésitante. Alors que Saeko est encore sous le choc, les enfants zombies tendent les bras vers elle, prêts à croquer dans des cuisses de poulet. Juste à temps, Takashi pousse Saeko sur le côté et enfonce le canon de son arme dans la bouche d'un mini-zombie. Sans perdre un instant, Takashi attrape la main de Saeko et ils se mettent à courir pour s'enfuir de là. Après une longue course, ils trouvent enfin un sanctuaire pour se reposer. Là, Takashi découvre une authentique épée de cérémonie, mais depuis l'incident précédent, Saeko est toujours très distraite. Takashi lui tend un uniforme scolaire sec pour qu'elle se change, puis lui donne un paquet de quelque chose de bon qu'il vient de trouver. En le voyant, Saeko éclate enfin de rire, mais l'atmosphère redevient rapidement gênante. Takashi est curieux, alors il lui demande pourquoi elle s'est figée plus tôt. Saeko lui dit qu'elle s'est souvenue de ce que ressent la terreur. Elle explique qu'elle a aussi un garçon qu'elle aime, mais qu'elle n'a jamais osé exprimer ses sentiments parce qu'elle ne se croit pas assez bien pour lui, pas du tout. Takashi trouve cela incroyable, car il pense que n'importe quel garçon serait attiré par une fille comme Saeko. Elle lui demande ensuite ce qu'il penserait s'il savait qu'elle avait failli tuer quelqu'un. En entendant cela, Takashi est stupéfait. Il s'avère qu'il y a des années, une nuit, Saeko rentrait seule chez elle quand un homme a soudainement surgi pour l'attaquer. Mais comme elle portait une épée en bois, elle n'a pas perdu, loin de là. En fait, elle réussit à briser l'omoplate et le fémur de l'homme. La police ne dit pas grand-chose quand elle arrive enfin et la ramène simplement chez elle. Takashi la réconforte, disant que c'est simplement une question de légitime défense. Mais ce que Saeko dit ensuite le choque complètement. Elle explique qu'elle était en fait heureuse, qu'elle a apprécié la raclée. Le sentiment de trouver un ennemi clair l'excite tellement qu'elle en tremble de tout son corps. Elle savait qu'elle avait l'avantage avec l'épée en bois, alors elle a intentionnellement fait semblant d'avoir peur pour attirer l'homme dans son piège, puis l'a tabassé sans hésitation. Le sentiment est si exaltant qu'il la pousse au sommet de la folie, la submergeant. Mais c'est aussi la vraie nature de Saeko, une fille qui se délecte du pouvoir et y trouve de la joie, tout en gardant un cœur de jeune fille sincère. Takashi est choqué au début, mais dit qu'il est devenu comme ça aussi, lui-même, qu'il a commencé à prendre plaisir à fracasser ses têtes de morts vivants. Mais elle dit qu'elle a toujours été comme ça. Saeko continue d'expliquer, se souvenant du moment à la fontaine où elle a réalisé qu'elle n'avait pas changé, mais que c'était plutôt devenu plus grave, bien plus intense. Avant qu'elle ne puisse finir, Takashi lui prend la main et pose ses lèvres sur les siennes. Le lendemain matin, Takashi ouvre prudemment les portes avant du sanctuaire. Il espère s'échapper par l'arrière du sanctuaire avec Saeko, sans être vu. La maison de Seiya est à moins de 21 minutes de là, mais les zombies montent déjà les escaliers et entrent dans la cour. Alors que de plus en plus de zombies apparaissent, Takashi dit qu'il devrait s'enfuir, mais Saeko a ce regard sur son visage et ne bouge pas. Elle est figée. Takashi se met devant elle, elle dit qu'elle ne peut pas le faire. Il se place alors derrière elle et saisit soudainement ses fesses. Il lui dit qu'ils sont allés trop loin pour finir comme ça, qu'il ne se soucie pas de ce qu'elle a fait, seulement de ce qu'elle fait maintenant, à cet instant précis. Finalement, Saeko reprend ses esprits. Elle pose sa main sur la garde de son épée, prend une lente et profonde inspiration et s'élance. À la fois gracieuse et mortelle, elle traverse la horde comme une ballerine assassine, avec une agilité incroyable. Après que tous deux aient réussi à s'échapper, ils courent le long de la route. Saeko attrape la main de Takashi et lui demande sérieusement s'il pensait vraiment ce qu'il a dit. Takashi affiche un sourire de gigachad, plein d'assurance. Takashi et Saeko arrivent chez Seiya, bras dessus, bras dessous. La petite Alice est si excitée de les voir revenir sains et saufs qu'elle leur saute dans les bras. Chez Seiya, ils commencent tous à vivre des jours apparemment ordinaires, une vie presque normale. À cet endroit, Saeko s'habille aussi d'un élégant kimono. Takashi est troublé. Il exprime à quel point elle est belle dans ce kimono. Cependant, Saeko interprète mal le commentaire de Takashi, le prenant à contresens. Takashi essaie d'expliquer,
mais elle l'arrête, provoquant un silence gênant. Finalement, ils se mettent tous les deux à rire de la situation. Juste à ce moment-là, Alice réapparaît, comme par magie. Pendant que Takashi taquine Alice, une dispute animée se déroule ailleurs. Seiya est en désaccord avec sa mère. Takashi est sur le point de demander, mais il est interrompu par Seiya, qui s'en va en trombe sans regarder en arrière, très en colère. Puis la mère de Seiya sort, s'excuse auprès de Takashi, et lui demande s'il s'habitue à vivre ici. Takashi répond que c'est incroyablement agréable, compte tenu de tout ce qui se passe autour d'eux, dans le monde extérieur. Il savait que la maison de la commandante serait luxueuse, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi extravagante. Cependant, la mère de Seiya lui dit qu'ils ne peuvent pas rester là beaucoup plus longtemps. Maintenir un réseau aussi vaste d'approvisionnement en eau et en électricité exige de nombreux experts hautement organisés, travaillant ensemble, en parfaite coordination. Dès le début de la catastrophe, la commandante a dépêché des troupes pour protéger les centrales électriques et les usines d'eau, mais les personnes qui y travaillent ne pouvaient pas travailler sans fin. Elles ont aussi des familles, alors elle veut demander à Takashi de persuader Seiya de s'échapper, de partir. D'autre part, Seiya dit à Kuta qu'elle a l'impression que les adultes ici ne les prennent pas au sérieux. Par conséquent, elle prévoit de rassembler tout le monde pour discuter d'une stratégie. Bientôt, tout le monde se réunit dans la chambre de Rei. Seiya dit à tout le monde qu'ils doivent discuter s'ils continueront à être des compagnons à l'avenir. Ils devront choisir de rejoindre l'armée principale ou de partir ensemble. Takashi estime que les parents de Seiya ont une influence considérable, alors il devrait simplement rejoindre l'armée principale, sans hésiter. Juste à ce moment-là, le rugissement des moteurs vient de l'extérieur. Le père de Seiya vient de rentrer. Il est revenu avec un homme dans une cage, un ancien serviteur de la maison, qui a sacrifié sa vie pour sauver ses compagnons lors d'une mission, un acte héroïque. Bien que ses actions aient été nobles, il n'est plus humain. Il ordonne d'ouvrir la cage. Le zombie se précipite instantanément, se dirigeant vers l'être vivant le plus proche, prêt à mordre tout ce qu'il peut attraper, avec une faim insatiable. Le zombie est abattu avec un sabre de samouraï. Takagi explique à tout le monde que c'est la réalité de leur monde actuel. Sur le balcon, Takashi et les autres sont choqués par la scène qui vient de se dérouler sous leurs yeux. Cependant, Kuta marmonne pour lui-même, la tête baissée. Il pense que l'efficacité du sabre est trop faible. Une fois qu'il frappe un os, il devient inutile après 3 ou 4 utilisations. Kuta devient agité, très nerveux. Takashi est sur le point d'intervenir pour le calmer. Mais l'instant d'après, Kuta pousse Takashi sur le côté et hurle que Takashi est quelqu'un qui ne sait même pas manier une arme correctement, pas du tout. Après avoir dit cela, il s'en va en trombe, laissant tout le monde stupéfait. Cependant, la petite Alice s'avance courageusement, proposant d'être une messagère entre Takashi et Kuta pour les aider. Mais après que Kuta soit parti en trombe, il ne le trouve plus. Soudain, Alice court vers Takashi et l'informe que Kuta est en grand danger. Un groupe d'adultes a encerclé Kuta, exigeant qu'il rende ses armes, sans discuter. Ils soutiennent que dans ce monde dangereux, il n'est pas juste qu'une seule personne accumule autant d'armes. Malgré les explications désespérées de Kuta que les armes sont empruntées, les adultes sont implacables et sont même prêts à les saisir de force. Finalement, le père de Seiya, Takagi, vient intervenir. Il demande à Kuta pourquoi il n'est pas disposé à abandonner ses armes. Au moment où Kuta peine à répondre, Takashi s'avance, prenant la parole. Il déclare que Kuta fait cela pour protéger Seiya. Dès le tout début de la catastrophe, c'est Kuta qui l'a protégé. Saeko exprime également son grand respect pour le courage de Kuta, un courage admirable. Finalement, Seiya tient tête à son père, disant que c'est Kuta qui l'a gardée en sécurité. Elle déclare que sans lui, elle serait devenue l'une des zombies depuis longtemps. Finalement, Takagi décide que Kuta gardera toutes ses armes, sans exception. À l'extérieur de l'enceinte, Monsieur Shido est arrivé chez Seiya avec son groupe, cherchant à la fois refuge et de nouvelles victimes à corrompre. Il laisse le pauvre étudiant qui a dénoncé l'emplacement de Seiya dehors pour les zombies comme une offrande macabre et cruelle. Pendant que Shido complote, Seiya remarque que les gens sont de plus en plus frustrés par le comportement de son père dans la cour, et le groupe est divisé. Certains s'accrochent à la croyance que les infectés ne sont pas vraiment morts, juste des victimes d'une maladie curable, une illusion. Ils ne sont pas prêts à se transformer en tueurs de sang-froid, peu importe à quel point la situation devient désespérée. Seiya essaie de les raisonner, mais convaincre des gens qui s'accrochent à de faux espoirs est tout simplement impossible. En tant que fidèle acolyte, Kuta apprécie l'effort de Seiya, mais sympathise aussi avec les survivants, comprenant la tendance humaine à ignorer la dure vérité. Ce n'est pas si différent de la façon dont ils survivent au lycée, en fermant les yeux sur absolument tout. Pendant ce temps, Saeko rencontre Takagi, qui est prêt à lui remettre une épée légendaire. Saeko suggère que l'épée devrait plutôt revenir à Takashi. Takagi convient que Takashi a beaucoup grandi, mais avertit qu'il se retient et que le monde n'attendra pas qu'il comprenne les choses, qu'il se décide.
Après avoir parlé avec Saeko, Takashi va voir Takagi et annonce son plan pour retrouver sa mère et les parents de Rei. C'est une mission dangereuse, mais il est déterminé. Takagi avertit qu'ils ne peuvent pas prendre plus de survivants et ne peuvent plus se permettre d'attendre pas un instant de plus. Donc si Takashi ne revient pas le matin, ils devront partir sans lui. Dans le hall d'entrée, Takashi se prépare à partir avec Rei. Mais Saeko apparaît en tenue de combat complète et avec sa nouvelle épée brillante, prête à l'action. Elle vient aussi. Et comme ces jeunes n'ont rien d'autre à faire, le reste de l'équipe se présente. Mais juste au moment où le groupe est sur le point de partir, Rei fait une sortie dramatique par l'entrée principale, chargeant nul autre que Shido, qui vient d'entrer avec ses étudiants aux allures de secte, avec une arrogance folle. Rei a sa baïonnette sortie, et on peut presque sentir la tension palpable dans l'air. Shido prétend être choqué par l'attaque soudaine, mais il est évident qu'il s'attendait à cette confrontation, à ce moment précis. Il s'avère que le père de Shido est un politicien qui a orchestré le redoublement forcé de Rei en guise de punition pour les enquêtes de son père. Rei s'est retenu, ne voulant pas interférer avec l'enquête en cours. Mais maintenant, avec le monde en plein chaos, tout le monde dans l'enquête peut aller se faire voir, car plus rien de tout cela n'a d'importance. Alors que la situation s'intensifie, Takagi intervient et, étonnamment, permet à Rei de tuer Shido si elle le souhaite, sans aucune restriction. Les liens entre les deux familles n'ont plus aucun poids. Takashi commence à intervenir, mais Saeko l'arrête, insistant sur le fait que Rei doit faire son propre choix. Après un moment de tension, Rei décide de ne pas tuer Shido, mais le bannit, lui et ses étudiants, de la résidence Takagi, pour toujours. Alors que le bus de Shido quitte l'enceinte, Rei est étrangement calme. Pendant que le groupe pense avoir un moment pour souffler, les États-Unis lancent une frappe préventive, envoyant des ogives nucléaires voler dans les airs. La riposte est rapide, et soudain, les cieux sont remplis de missiles, ciblant des villes et des sites critiques. Mais il y a quelque chose d'encore plus sinistre dans l'air, certains missiles montent de plus en plus haut, visant quelque chose d'autre, de bien plus grand. Shizuka a soudain une idée lumineuse et commence à sauter partout comme un bébé. Elle attrape le téléphone de Kuta, et après un moment de confusion sur quel bouton fait quoi, elle compose le numéro de Rika, avec détermination. Tout semble aller pour le mieux alors qu'elle raconte à Rika comment ils ont emprunté ses armes. Mais avant qu'elle ne puisse en dire beaucoup plus, le ciel s'illumine. Seiya a immédiatement ce pressentiment, cette intuition que les choses vont très mal tourner et que ça va être terrible. Elle dit à Rei de vérifier la lunette de son arme, mais pas de chance, elle est morte. Il s'avère que ce flash soudain est une explosion nucléaire à haute altitude, et l'impulsion électromagnétique qui en résulte a grillé tout ce qui contient un circuit, sans exception. Le monde entier est passé en mode analogique. Pendant ce temps, Shido, qui essaie de s'éloigner de la résidence Takagi dans un bus, découvre à ses dépens que les freins ne fonctionnent pas très bien, plus du tout. Le bus percute un chariot élévateur, ouvrant un chemin pour de nombreux zombies. Alors que la horde se déverse, Takagi ordonne de fermer les portes. Mais pas d'électricité signifie pas de portail motorisé, et essayer de les fermer manuellement est aussi efficace que d'utiliser une nouille dans un combat à l'épée. C'est inutile. Alors que les zombies inondent de l'endroit comme des mouches, la panique s'installe. Ces survivants qui disaient que les zombies n'étaient pas réels changent rapidement d'avis. Bien que certains n'aient pas cette chance, Takagi et Yuriko rallient rapidement les combattants restants, comme s'ils rassemblaient la bande pour un dernier coup, une dernière mission. Il y a un bâtiment à proximité qui peut offrir une certaine sécurité, mais voici le hic. Quiconque peut se battre, doit se battre. Takagi lance même une petite pique à Takashi, lui demandant pourquoi il n'a pas encore essayé de retrouver ses parents, de les chercher. Takashi, n'ayant pas besoin qu'on le lui dise deux fois, rassemble le groupe pour se diriger vers le Hummer. Mais le Hummer est en pleine réparation, jusqu'au genou. Maintenant, l'équipe doit retenir les morts vivants pendant que le mécanicien termine sa mise au point, son travail. Même Seiya met la main à la pâte avant d'aboyer des ordres à Shizuka de monter dans le Hummer avec Alice. Une fois que le moteur démarre, ils savent qu'il est temps de déguerpir de là. Takagi et Yuriko, pendant ce temps, sont au cœur de l'action, repoussant la horde avec courage. Alors que le Hummer s'éloigne à toute vitesse, Seiya regarde en arrière par la fenêtre, observant ses parents qui restent derrière. Mais ils ne sont pas inquiets, ils l'ont bien entraînée, et ils savent qu'elle est capable, qu'elle peut y arriver. De plus, avouons-le, elle a une sacrée équipe avec elle maintenant. Juste au moment où il semble qu'ils sont tirés d'affaire, ils aperçoivent le bus défoncé de Shido, bloquant la route. Mais personne ne se soucie de cet horrible imbécile, pas le moins du monde. Le plan est simple. D'abord, retrouver la mère de Takashi et les parents de Rei. Après cela, il s'agira de trouver Rika. Mais la mission ne se déroule jamais aussi facilement que prévu, comme nous pouvons tous le prédire, malheureusement. Après avoir subi trop de dégâts, le Hummer est hors service. N'ayant d'autre choix que de laisser le Hummer derrière eux, ils tombent sur un centre commercial. Merci d'avoir regardé jusqu'à la toute fin, c'est très apprécié. Vous êtes un véritable héros de l'apocalypse. Laissez un RIP Kuta dans les commentaires pour embrouiller ces faibles qui ne peuvent pas tenir jusqu'à la fin d'une vidéo entière. Aimez, abonnez-vous et découvrez une autre de nos vidéos passionnantes ici,
à l'écran, sans plus attendre. Restez géniaux, restez Annie Geek, toujours au top.